Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Vincent Dujardin, fondateur des Alchimistes Lyon. Le compost, c'est les bactéries qui se nourrissent, les bactéries champignons qui se nourrissent de cette matière organique et de carbone, et en fait qui la dégradent, qui la digèrent, qui la dégradent, et c'est pour ça qu'à la fin on a des petites, du compost, c'est tout noir, et c'est des excréments de micro-particules, de micro-organismes. On a tous déjà entendu parler du compost. Pourtant, combien en ont déjà réalisé ? Et surtout, à quoi cela sert ? C'est dans cette optique que j'ai eu le plaisir d'échanger avec Vincent Dujardin, fondateur des Alchimistes Lyon, une entreprise spécialisée dans la collecte des déchets alimentaires. Lors de notre échange, nous avons bien sûr échangé sur les déchets alimentaires, mais également sur les bienfaits de composter pour combattre le dérèglement climatique, mais aussi pour régénérer les sols dégradés. Alors, comment concrètement fait-on du compost ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi faut-il accélérer la régénération des sols ? Comment optimiser le tri ? Un épisode passionnant que je vous laisse découvrir maintenant. Bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Dujardin. Comment tu vas, Vincent ? Eh ben, ça va très bien, super. Très content de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir discuter de sujets que j'ai pas encore vraiment énormément discuté au sein du podcast, à savoir le compostage et toutes ces composantes. Comment est-ce qu'on peut justement aller nourrir la terre et utiliser justement ces déchets alimentaires plus particulièrement pour créer ce cercle vertueux. Mais on va en parler bien entendu pendant tout l'échange d'aujourd'hui, en commençant par les présentations bien sûr, et en te posant la question, qui est Vincent ? Alors, Vincent Dujardin, je suis marié, j'ai 40 ans, j'ai 2 filles de 10 et 8 ans. J'ai une formation d'ingénieur généraliste, et après avoir commencé dans ma carrière dans une menuiserie industrielle pendant 2 ans, je suis vite allé dans le monde du déchet, dans une grosse entreprise leader mondiale dans le milieu du déchet, dans lequel j'ai fait mes 10 ans dans lequel j'ai fait 10 ans de carrière. Et ensuite, il y a 5 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour créer les Alchimistes Lyon, la filiale donc lyonnaise des Alchimistes. À quel moment tu décides de passer d'une grosse structure, donc comme tu disais l'un des leaders, à la création d'une structure en plus locale, du coup filiale ? Quel besoin t'as ressenti et quel rapport avec le marché, on va dire, que t'as ressenti pour pouvoir te lancer comme ça ? Alors, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, donc pendant à la sortie de mes études, je voulais travailler pour l'environnement, pour la protection de l'environnement, mais j'étais assez novice finalement dans le domaine, et
on m'a dit, bah voilà, si tu veux travailler pour l'environnement, bah va dans une boîte qui fait de l'environnement. Et en général, les boîtes qui font de l'environnement, c'est celles qui font du déchet et de l'eau. Bon. Du coup, je suis allé là-bas, j'ai réussi à rentrer et j'ai fait 5 ans au siège social de cette grosse boîte du CAC 40. Je sais pas si je peux la nommer ou si ça sert à quelque chose ou pas. Donc, et en fait, au bout de 5 ans, au siège, bah, je m'ennuyais parce qu'en fait, j'ai énormément appris sur tout le fonctionnement des déchets en France et dans le monde, comment on pouvait les traiter, etc. Mais ça manquait un peu d'action. Donc j'ai réussi à repartir à faire de l'exploitation toujours dans cette même boîte, mais dans une filiale. Et là, j'étais responsable d'exploitation, donc là sur le terrain. Donc là, je m'ennuyais plus et j'aimais beaucoup le sens de ma mission. Et je travaillais principalement sur des décharges, sur ce qu'on appelle des centres de stockage de déchets. Voilà, c'est des grands trous. Il y en a à peu près un par région ou un par département, des grands trous dans lesquels on entasse les déchets et ensuite on vient récupérer le gaz qui est produit par ces déchets. Donc au tout début, je me disais mais c'est quand même génial de réussir à récupérer du gaz à partir de déchets qui sont enfouis comme ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais quand même en fait c'est quand même malheureux toute cette matière organique qui est enfouie et qu'on ne peut pas récupérer. En fait, elle part juste en gaz et elle sert juste à ça. Et en fait aussi la plupart des gaz produits ne sont pas captés parce que c'est tellement grand que c'est assez difficile de tout capter. Et donc voilà, je me disais bon voilà, j'avais déjà cette première constatation. Et après, la deuxième, c'est qu'en fait, personnellement, j'ai commencé à essayer de faire tout ce que je pouvais dans mon quotidien pour réduire mon empreinte écologique. Donc, commencer, voilà, manger moins de viande, déplacer à vélo, placer son épargne, aller dans la tendance zéro déchet, etc. Et donc le zéro déchet n'était plus compatible avec travailler pour une boîte qui gagne de l'argent. Plus on produit de déchets, plus on gagne d'argent. Plus on consomme de l'eau, plus on gagne d'argent. Donc voilà, je commençais à avoir une sorte de dissonance entre le métier que j'aimais bien et mes valeurs mes valeurs perso, on va dire. Et ma femme m'a dit, bah attends, si à un moment donné tu veux agir plus, c'est au niveau pro qu'il faut que tu agisses, parce que là, au niveau perso, t'es déjà bien, donc s'il faut agir, c'est plus côté pro. Et c'est là où je me suis mis en recherche de changer de travail. Et j'avais pas forcément envie de créer une boîte plus que ça. Hein. C'était pas un objectif de vie. Le salariat me va très bien et m'allait très bien. Et c'est un peu une opportunité qui s'est offerte à moi, qui a fait que je me suis lancé, quoi. Et c'est ça qui a fait, en fait, voilà, c'est vraiment l'histoire de dire je veux agir plus. Et si on veut agir plus, bah, c'est au niveau professionnel qu'il faut le faire. Et en même temps, avec cette connaissance du milieu du déchet actuel, qui m'a fait dire que quand on m'a proposé de créer les Alchimistes Lyon, ça m'a carrément enjoué, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux du coup présenter les Alchimistes Lyon et tu parlais de plein de sujets juste avant avec les déchets, les trous, le gaz, etc. On va en reparler juste après. Est-ce que du coup ce que tu faisais avant c'était également du déchet alimentaire? J'imagine que oui, de que je comprends peut-être, et présenter du coup les Alchimistes Lyon pour comprendre un peu ce cheminement-là. Alors, donc ce que je faisais avant, c'était de l'ordure ménagère. Donc ordure ménagère inclut plastique, emballage et compagnie, et déchets alimentaires, mais tout dans la même poubelle. Et en gros, soit ces ordures ménagères en France, il y a deux principes, deux moyens de traiter les ordures ménagères en France et dans le monde en règle générale.
pour 99%, c'est soit on incinère, usine d'incinération, et on fait de l'énergie, électricité et chaleur, soit on enfouit, donc dans des décharges, centres de stockage, et là ça produit du gaz, et dans les deux cas, la matière organique, les déchets alimentaires, on les aura mélangés au reste et on les aura transportés pour soit les enfouir, soit les brûler, quoi. Donc c'est-à-dire que on transporte de l'eau et on brûle de l'eau parce que les déchets alimentaires, c'est à peu près 80-90% d'eau. Donc c'est-à-dire on transporte de l'eau, on brûle de l'eau et au final, il n'y a pas de retour au sol de cette matière. Donc ça, je l'avais bien compris. Et quand j'étais là-bas, je commençais à militer autour de moi pour dire attention, il faut sortir les déchets alimentaires pour les composter chez soi, soit avec un lombricomposteur, soit avec un petit composteur de jardin. Mais l'enjeu, il est là, quoi. Il est vraiment de réussir à sortir cette matière pour pas qu'elle soit brûlée ou enfouie. Et en fait, comment ça s'est présenté, c'est que j'ai un ami sur Lyon de longue date, Gaëtan Lepoutre, qui lui avait déjà monté une boîte dans la collecte de déchets urbains, donc collecte de papier, bureaux, canettes, cartouches d'imprimantes, etc. Mais pas, il lui manquait un peu la case déchets alimentaires. Et il y a une initiative à Bordeaux qui s'était lancée dans ce modèle-là, en disant tiens, si en fait ce qu'on fait chez Elise, comme ce qu'ils font chez Elise avec ce que fait Gaëtan chez Elise, mettre des bacs à disposition chez les clients pour collecter les papiers, si on faisait pareil en collectant les déchets alimentaires. Et donc l'idée elle est devenue de là, quoi. C'est de dire on va mettre des bacs à disposition chez des clients, chez des restaurants, des hôtels, des traiteurs, des cantines, tout lieu de production de déchets alimentaires. Et les gens vont trier la partie fermenticible alimentaire du reste. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. C'est ça le départ du projet, c'est d'aller capter la matière bien triée chez les clients pour ensuite la composter et faire un compost qui retournera au sol, quoi. Ok. Donc c'est ça, les alchimistes, c'est ça. C'est vraiment un lieu de production de déchets alimentaires. On va venir mettre en place des bacs chez des clients, et une fois qu'ils sont pleins, on vient les collecter et on vient échanger un bac vide contre un bac plein, et on se met d'accord sur une fréquence de passage. Si on vient si on passe une fois par semaine, 2 fois par semaine, si on met 3 bacs, 5 bacs, voilà. Et à chaque fois qu'on vient collecter un bac, on en met un vide à la place. Et une fois qu'il est collecté, ce bac, il va arriver dans notre usine et il va être pesé, noté. On va noter la qualité de tri, pour savoir si c'est plus ou moins bien trié. Et si c'est plus ou moins bien trié, c'est plus ou moins cher. Pour inciter les gens à bien trier. Et ensuite, on va le traiter, c'est-à-dire le composter, quoi. On va le broyer, le mélanger à du broyat de bois. Pour faire du compostage, on mélange de déchets alimentaires qui sont plutôt verts, mous, humides, à du broyat de bois qui est plutôt dur, brun, sec. Et c'est vraiment ce mélange des deux matières qui va faire que le processus de compostage va se mettre en route. Et ce mélange de deux matières, on met ça dans des cellules et on les fait, c'est sur un processus qui va durer 4 mois. On va faire avancer on va retourner, c'est-à-dire qu'on va prendre la matière, on va la mettre dans une autre cellule, on va la faire avancer comme ça pour toujours bien l'aérer, bien l'homogénéiser. Et au bout du bout, en fait, c'est les bactéries et les champignons qui transforment toute cette matière en compost. Au bout du bout, on a du compost. Ok, on va revenir sur plein de petits sujets que t'as abordés. D'abord sur juste la base. Donc tu disais que avant du coup il y a 2 procédés pour enfouir les déchets. Donc tu disais l'incinération ou
le stockage. Le stockage, voilà, merci beaucoup. Ouais. Dans cette partie-là, déjà, avant de passer sur la partie compost qui est encore plus précise, est-ce que si on imagine, on enlève tous les déchets alimentaires, ça revient au même en fait. Dire que le déchet Non, sert alors vraiment à rien ou à quoi il sert? en fait, Déchets alimentaires, je parle, hein, bien sûr. si on enlève tout le déchet alimentaire, eh ben, en fait, on aura des choses qui seront encore mieux. C'est-à-dire qu'on aura du coup dans nos poubelles uniquement de la matière à fort potentiel calorifique que du plastique. C'est-à-dire si on enlève le déchet alimentaire de la poubelle classique, il reste plus que du plastique quasiment. Et donc ça, dans un incinérateur, bah ça brûle mieux et donc ça produit plus d'énergie plutôt que d'avoir de l'eau en plus avec. Et dans une décharge, et bah au moins si ça tombe dans une décharge, et bah en fait il se passe rien et au moins il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de gaz, mais il n'y a pas de pollution. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des décharges, c'est que on n'est pas capable de maîtriser à 100%. On n'est pas capable de maîtriser à 100% la captation du gaz qui est produit, et c'est ça qui pollue dans une décharge. C'est vraiment ça quoi. C'est vraiment c'est vraiment le fait de pas réussir à capter 100% du gaz quoi. Parce qu'en fait le gaz qui est produit c'est du méthane et le méthane a un pouvoir de réchauffement 21 fois plus que le CO2. Donc, c'est 21 fois plus polluant que le CO2 en termes de réchauffement climatique. Donc, c'est un gaz qu'il faut absolument pas laisser partir dans l'atmosphère. Et en même temps, aussi, l'idée, c'est aussi de créer plus d'emplois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le problème de ces gros incinérateurs et de ces grosses décharges, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, il y en a à peu près une ou deux par département. Et donc, ça rayonne on rayonne à 50, 100 km à la ronde. Et donc, il y a des déchets qui viennent de très loin parce qu'une fois que l'incinérateur il est construit, il faut l'alimenter. Il faut le rentabiliser, il faut l'alimenter. Et comme c'est des grosses usines, ça rayonne très large. Et donc, on crée encore à chaque fois du trafic routier. On transporte ces déchets pour les amener à l'exutoire. Et après, le camion poubelle, il retourne chercher, il retourne chercher les déchets là où il les a cherchés. Enfin bon, voilà. Et, donc voilà, donc c'est l'idée des alchimistes, c'est aussi de créer des micro-plateformes industrielles au plus proche des villes, au plus proche des lieux de production de déchets alimentaires pour limiter ce trafic routier et limiter et donc aussi créer de l'emploi parce que quand on crée plusieurs petites industries, on crée plus forcément d'emplois. Ouais, totalement. Beaucoup plus de localité et de se permettre, juste comme tu dis, d'aller répartir au mieux les centres de déchets en le séparant, en allant l'alimentaire d'un côté et l'autre. De l'emploi du coup non délocalisable. Que le déchet alimentaire, il est sur place, il est là. On va pas commencer à l'envoyer en Chine. Ouais, c'est sûr. Donc, heureusement d'ailleurs. J'avais juste une toute petite question en plus quand tu parlais pour finir ce point-là sur les décharges. Donc tu disais que si on enlevait du coup la partie déchets alimentaires, on gardait du coup les autres types de déchets, on pourrait mieux gérer les gaz qui sont émis du coup des décharges, notamment le méthane, comme tu disais. Il n'y en aurait pas en fait. En fait, le méthane, il est produit uniquement à partir des déchets alimentaires. Voilà, c'était ma question. Tout ce qui est, voilà, c'est ça. Tout ce qui est en fait ce qu'on appelle les inertes. Les inertes, c'est ce qui va pas bouger en fait. Et en fait, à part le déchet alimentaire qui est vivant, le reste est inerte. Donc les cailloux, le métal, le polystyrène, le plastique, voilà, tout ça ne va pas bouger. Donc là, en soi, mettre ça dans un trou et l'enfouir, pourquoi pas. C'est perdu, mais c'est un moindre mal, quoi. C'est pas trop grave, quoi. Et donc c'est un peu ça, quoi. L'idée, c'est dans un monde idéal, on brûlerait uniquement tout ce qui est à fort pouvoir calorifique. Parce que là, en fait, c'est comme si en fait le plastique c'est du pétrole, hein, donc c'est comme si on brûlait du pétrole pour faire l'électricité, donc pourquoi pas. On a besoin d'électricité, donc voilà. Et dans un monde idéal, on enfouirait uniquement les cailloux et les vraiment inertes qui brûlent pas dans les décharges.
Donc voilà, ça c'est un monde idéal. Et encore, le monde encore idéal d'avant, c'est de pas produire ces déchets, parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est que du coup, on crée tous ces trucs parce qu'on produit des déchets, quoi. Exactement, exactement. Non, c'était juste pour comprendre du coup la boucle et savoir aussi les améliorations, disons à court terme du mal, comme tu dis, de la quantité de déchets qui s'accumulent et comprendre que d'enlever cette partie alimentaire permet aussi d'améliorer entre guillemets, enfin de mettre un pansement sur une hémorragie terrible, mais de rajouter un petit pansement en plus, quoi, disons. Euh, sur euh, Bah, sur le un gros, enfin, c'est ouais, même un gros ouais, pansement, parce que ouais, en fait, la matière organique, c'est 30 à 50% de nos poubelles. Donc en fait, c'est là, moi, où je ne comprends pas, enfin, j'ai ma petite idée, mais je trouve qu'on a passé beaucoup trop de temps à faire trier les gens, à faire trier leurs emballages aux gens, les bouteilles, les tétrapaks, les cartonnettes, etc. Et que au bout de 15-20 ans, c'est encore compliqué d'avoir des poubelles jaunes bien clean. Alors que ce qui était important, c'était les 50% en masse de matière organique qu'il fallait retourner au sol, quoi. Et c'est là où voilà, c'est une grosse partie, quoi. La matière organique dans la poubelle, c'est une grosse partie. Parce que même tout ce qui est carton, papier, bois fait partie de la matière organique. C'est aussi des choses qui peuvent se composter et retourner au sol, quoi. Ça, à la base, ça vient des arbres, quoi. Du coup, sur la partie compost, sur la partie Ouais. matière organique déjà, donc déjà revenons sur la base avant de partir sur le détail que tu as déjà commencé à un peu aborder un peu plus tôt. Sur la matière organique, donc tu disais, vous de votre côté, vous prenez les matières organiques des restaurants, des cantines, des entreprises, etc. Donc ça veut dire quoi? C'est uniquement, disons, la nourriture ou en plus, comme tu disais, le carton, le papier? Non, Qu'est-ce non. qu'est-ce que Alors, vous mettez dedans exactement, vous oui. de votre côté? Nous, on a voulu simplifier au maximum les consignes de tri, parce que c'est ça, hein, qui est important, c'est de savoir bien trier. Et je reviens sur le tri sélectif. Voilà, ça a toujours été un truc. Est-ce que je mets le pot de yaourt? Est-ce que je mets le mouchoir? Euh, ce qui est important, donc, pour bien trier, c'est de simplifier au maximum. Et du coup, nous, pour simplifier, on a dit, c'est tout ce qui est alimentaire ou qui vient de la nature, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est alimentaire ou qui a servi d'emballage alimentaire. C'est-à-dire que c'est les épluchures, les fruits, les légumes, les os, la viande, le beurre, le fromage, la crème, le poisson, les arêtes. Voilà. C'est vraiment tout ce qui est organique. Et le pain, et voilà. Et donc ça, parce que après, effectivement, on pourrait mettre la serviette en papier, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça, on ajoute une exception. On dira oui, tout sauf, ok, vous pouvez aussi la serviette en papier. Non, voilà. Du coup, ça complexifie. On a préféré dire tout ce qui est naturel, de tout ce qui est, voilà, on ne met pas tout ce qui est manufacturé, on ne met pas dedans. Mais par contre, on peut vraiment mettre tout ce qui est naturel, et y compris viande des poissons. Ce qui n'est pas le cas souvent dans les consignes de compostage des particuliers. En fait, euh, quand on se balade en forêt, en fait, tout se composte. Tout ce qui est organique se composte. Quand on se balade en forêt, on tombera jamais nez à nez avec une carcasse d'animaux. Et à partir du moment où un animal meurt, il disparaît. Et tout se décompose, tout redevient humus, etc. Et donc dans le compostage aussi. Si pour les particuliers on dit que il faut éviter viande et poissons, c'est que ça peut générer des nuisances plus rapidement que le reste. Donc, du coup, on peut avoir des mouches, des asticots, des odeurs. Si on composte mal, si on fait mal le mélange broyat de bois, déchets alimentaires, ou si on remue pas bien, ou si on n'a pas assez d'humidité, voilà. Et alors que quand on composte que des fruits et légumes, bah, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que, en règle générale, sur le compostage, on dit on évite les agrumes qui se décomposent mal et qui ont des huiles essentielles qui nuisent un peu au compostage, et on évite viande des poissons pour éviter les asticots et les odeurs. Donc c'est pour ça que c'est un truc qui revient souvent, ça. Ah bon,
peut aussi mettre les oranges. Ah bon Et voilà. Dans du compostage industriel, tout peut passer. Ok, ouais, donc comme tu disais, donc simplifier, comme qui est en effet un des sujets sur lesquels on a souvent des difficultés, savoir quoi mettre dans quelle poubelle parce qu'il Ouais. y a des si qui ici C'est ça. et Et nous, c'est si. vraiment notre credo aux alchimistes, il est vraiment là de dire, le départ, c'est vraiment la sensibilisation, quoi. C'est sensibiliser les cuistots, les équipes, les plongeurs, les élèves qui vont faire leur dérochage eux-mêmes à la cantine, etc. Qui vont débarrasser leur assiette eux-mêmes. C'est eux qu'il faut vraiment former pour avoir et pour avoir le tri le plus simple. C'est comme pour le tri sélectif, mieux c'est trié en amont, plus c'est facile de traiter et plus c'est facile d'avoir un produit de qualité derrière. Sur les produits que on peut mettre dedans, donc tu disais, contrairement au compostage, disons individuel où Mm. la viande, le poisson, comme tu dis, va ramener des nuisibles qui peuvent du coup en plus être difficiles à gérer si on sait mal composter, si on sait mal faire cette C'est ça. partie compostage. Euh, Est-ce qu'on peut tout mettre, c'est-à-dire que pour avoir la qualité du compost in fine, est-ce qu'on peut mettre Tout. tout Coquille d'huître, coquille Saint-Jacques, os à moelle, et quel que tout, soit tout. le quelle que soit la provenance dans le sens où si je mets des produits qui ont été picousés au laboratoire, de la viande faite de manière horrible, des Ah bah oui. produits Mais ça, des oranges pesticidées oui, 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 au oui. Alors en fait, ça, bon malheureusement, on aimerait faire un compost à partir de produits bio. Mais force est de constater que l'agriculture intensive a encore une belle part de marché, donc Hmm. c'est très compliqué. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lors du processus de compostage, les molécules vont éclater en fait. C'est-à-dire que même s'il y a eu du pesticide, il y a une telle dégradation de la matière que toutes les chaînes vont être cassées et on retrouvera pas au final, enfin, ce sera difficile déjà de retrouver dans le compost des traces de pesticides et compagnie. Et qui plus est, s'il y en a, comme ce compost va nourrir le sol, qui va nourrir la plante, il y a quand même pas mal de barrières à tout ça. Mais bon, oui, de toute façon, on mange à peu près, enfin en France, les stats, c'est qu'on mange, et dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, et dans la nourriture qu'on mange, on mange 5 grammes par semaine de plastique. Une carte bleue. Donc ça c'est la moyenne française. Je veux dire, c'est déjà gangréné quoi, le plastique partout quoi. Donc il y en a, oui, en microparticules aussi dans le compost. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Ok. Donc oui, donc en fait c'est comme tu dis, donc on met du coup le déchet dans les poubelles que vous mettez à disposition, les endroits de disposition. Vous mettez ensuite dans ces usines, retravailler du coup le déchet en rajoutant du broyat de bois comme tu disais pour C'est ensuite ça. créer ce compost là. Combien de temps ça prend? Ça prend entre 3 et 4 mois. En fait, au bout de 2 mois, tu as un compost non mature, mais qu'on peut déjà épandre dans les champs. Et au bout de 4 mois, tu as un compost là plutôt mature qui sera redescendu en température et qui peut être commercialisable dans des petits sacs, etc. Ça veut dire quoi du coup mature et pas mature? Ça Mature et c'est pas mature, c'est que du coup le mature il est encore un peu chaud, enfin non mature il est encore un peu chaud. Ça monte à jusqu'à 70 degrés. Le processus de compostage, en fait au début ça monte très fort en température. Et d'ailleurs, on a l'obligation, nous, de contrôler les températures pour vérifier que ça monte au-delà de 60 degrés, parce qu'on composte viande des poissons, donc il faut pas qu'il y ait, il faut tuer tous les agents pathogènes. Enfin, faut pas qu'il y ait de danger pour la santé. Et on est suivi par les services vétos, enfin les mêmes qui contrôlent les cuisines. Et après, voilà. Et après, ça monte à 70 et après, ça redescend progressivement jusqu'à la température ambiante. Et en fait, non mature, c'est que il va être encore en train de se décomposer. Donc,
il a encore besoin il peut prendre des éléments au sol pour se décomposer. Donc Ok. ça peut être des fois un peu dangereux entre guillemets pour les plantations de mettre du compost non mature sur le sol parce que ça va venir pomper des nutriments pour se décomposer. Enfin, les bactéries vont se nourrir aussi des nutriments qu'il y a dans le sol en question, plutôt que quand un compost est mûr et que là c'est terminé, il est fait. Bon bah là, c'est vraiment un apport, quoi. Il n'y a pas de risque. Donc voilà, mais bon, c'est un peu technique, mais c'est juste que voilà, si tu sais que dans ton champ tu vas pas planter avant 6 mois, il y a aucun problème. Tu peux épandre du compost non mature et tout ça va se terminer tranquillement sur ton champ. Alors que si tu viens de semer et que tu mets du non mature, tu peux un risque d'avoir tes graines qui poussent pas parce que elles ont été compostées avec le reste, etc. Ok, donc c'est ça la Voilà. différence entre ces deux Voilà, mais parties-là. non, non, mais c'est ça, c'est ça, et que du coup, en fait, nous, c'est quand on vend du compost aux maraîchers ou aux particuliers en petits contenants, on est obligé de vendre du mature parce que qui est Oui. bien redescendu, qui va pas continuer à chauffer dans le sac, parce que en fait, quand ça continue à chauffer après, tout ton sac c'est tout blanc et il y a encore plein de champignons. Enfin, donc, alors qu'un agriculteur, il a fini de moissonner, son champ, il va rien replanter avant mars ou février l'année prochaine. Et là, il dit bon bah hop, c'est l'occasion de le mettre un peu en jachère et c'est pas grave s'il est pas mûr, je peux le prendre quand même quoi. Ok. Voilà. Je voulais aller dans le détail aussi. Bon, c'est peut-être un peu technique, mais j'aimerais bien comprendre exactement comment ça se passe. Donc, quand je reviens sur le compost, la façon dont on crée du compost, disons. Donc, tu Mhm. disais, on rajoute de la matière organique, on met du broyat de bois, donc du sec et de l'humide. On le met ensuite du Voilà. coup à haute température pour que ça puisse se développer. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là pour que ça crée du coup quelque chose d'intéressant pour l'agriculteur? Et ensuite, quand tu vas le vendre à l'agriculteur, quand l'agriculteur va aller le mettre dans sa terre, agriculteur ou particulier, hein, l'ajouter à sa terre pour la nourrir, qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi ça nourrit la terre et quelles sont les conséquences aussi là-dessus? Alors, donc en fait, bon déjà sur le principe du compostage, en gros, euh, les déchets alimentaires, verre mou humide, c'est plutôt azoté. Voilà. Ok. Azoté, c'est un peu la nourriture des bactéries. Le dur brun sec, c'est plutôt carboné. Carboné, c'est plus l'énergie. C'est comme voilà. Et donc on peut faire l'analogie avec l'homme, c'est on va dire le sucre et les graisses. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de mélanger les deux. C'est-à-dire qu'il faut du carbone, de l'énergie et de l'azote, la nourriture. Et de l'oxygène pour qu'elles respirent. Voilà. Et donc, toutes les bactéries et champignons, à partir du moment où ils ont carbone et azote, elles sont contentes, elles vivent bien, et c'est pour ça qu'elles dégagent de la chaleur. Tu vois, nous, on est à 38 degrés en permanence, et ben, ou non, 37, et ben, les bactéries, elles, quand elles sont bien gavées de carbone et bien oxygénées, elles montent à 70. Et donc, en fait, c'est ça. Le compost, c'est les bactéries qui se nourrissent, les bactéries champignons qui se nourrissent de cette matière organique et de carbone, et en fait, qui la dégradent, quoi, qui la digèrent, qui la dégradent. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a des petites. C'est très du compost, c'est tout noir et on va dire, c'est des excréments de micro-particules, quoi, de micro-organismes. Ensuite, donc voilà, c'est de la matière qui a été digérée par des micro-organismes. Et aussi le coût de la température, le fait que ça monte en température, ça a un autre intérêt, au-delà du fait d'hygiéniser, c'est aussi que ça vient tuer en fait toutes les graines qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, quand on a des tomates, il y a plein de pépins de tomates, et si ça monte pas en température, tu mets ton compost dans ton jardin et tu auras plein de pieds de tomates, quoi. Donc là, il y a quand même, si tu vends du compost à un maraîcher et il aimerait bien pouvoir faire pousser ce qu'il a envie de faire pousser et non pas ce qu'on a composté. Et alors après, comment ça marche? Alors moi, je suis pas agronome, mais je vais donner juste un peu les quelques bases. C'est qu'en gros, une plante pour fonctionner, pour grandir, elle a besoin de nutriments.
azote, phosphore, potassium, hein, c'est les trois principales. Et du coup, soit tu donnes de l'engrais avec de l'azote, du phosphore et du potassium à ta plante, la plante le prend et elle grandit. Soit tu mets du compost sur ton sol qui va commencer à nourrir le sol et tous les organismes vivants du sol. En fait, le compost, c'est de la nourriture pour le sol et non pas pour la plante. Et c'est du coup, les organismes vivants vont se nourrir de cette matière organique, qui est le compost, pour nourrir la plante. Et c'est eux qui vont produire azote, phosphore, potassium, parce qu'ils auront été bien nourris avec de la matière organique ou du compost. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'engrais nourrit la plante, le compost nourrit le sol, qui nourrit la plante. Et c'est ça, quand on parle de sol pauvre ou de sol riche, de sol vivant, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que du coup, un sol pauvre, c'est un sol qui nous sert uniquement de support de culture, dans lequel on peut ajouter pesticides et engrais. Et en fait, ça sert juste à la plante d'avoir les racines et de tenir debout. Mais on lui apporte tout directement. Et un sol vivant, bah, c'est un sol où voilà qu'on nourrit, on s'intéresse d'abord au sol pour que le sol vivant, qui est bien fertile et bien vivant, vienne nourrir la plante. Et un sol vivant, bah, avoir aussi l'intérêt en plus de capter plus de CO2, de capter de plus capter d'eau, comme comme un sopalin arrive à retenir l'eau, bah, un sol vivant arrive à retenir l'eau. Voilà. Okay. Donc la conséquence dans la cause, enfin la conséquence, excuse-moi, dans tout ça, c'est tu disais, de nourrir le sol, créer un sol, revenir à des sols riches par rapport à des sols fertiles ouais. et par rapport à des sols pauvres d'agriculture, disons, industrielle, voilà, conventionnelle. Et cette conséquence-là, hormis bien entendu d'aller booster les rendements, j'imagine, aider l'agriculteur à avoir voilà de la production plus intéressante. Ça va aussi, du coup, ce que tu disais, capter du CO2. Ouais. Bah, en fait, comme tout est carbone, c'est en fait tout ce qu'on touche autour de nous, c'est que des chaînes carbonées, tout ce qu'il y a autour. Hein. Du coup, quand tu as du vivant dans ton sol, bah, tu as plus de matière carbonée dans ton sol, quoi. Et donc, en fait, c'est plus que ça va retenir le carbone plus que si tu n'as pas de vie, quoi. C'est-à-dire qu'un morceau de plastique, si on compare un morceau de plastique à un sol mort, bon bah, il va pas capter de carbone. Un sol vivant qui lui, voilà, va grandir, grossir. C'est toutes des bactéries qui vont il va y avoir des microbes, du mycélium, des champignons, etc. Et tout ça, en fait, transforme une partie du carbone, du CO2 de l'atmosphère en carbone qui est séquestré dans le sol. Et c'est aussi à partir du moment où on brûle pas les matières organiques, ou elles se transforment pas en gaz, et ben on maintient le carbone dans le sol, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est surtout le fait de brûler qui va générer beaucoup de CO2, quoi. Tu vois, dès que tu brûles quelque chose, ça se transforme en CO2, quoi. Donc le fait de pas brûler les matières organiques et de les composter va faire que tu vas émettre moins de CO2. Ok, oui, donc en fait, c'est tout, entre guillemets, dans le cycle de vie, on va dire, du déchet alimentaire, de pas le brûler, donc à la base, ce que tu expliquais au début de l'échange, voilà. D'arrêter, du coup, d'émettre notamment du méthane, qui est un gaz, exactement. Une bombe à retardement, et ensuite, du coup, d'aller composter pour ensuite aider les agriculteurs, revenir, disons, faire aller l'aliment et la matière organique dans le sol pour nourrir le sol, avoir des sols riches, potentiellement capter aussi un peu, mais surtout au global, d'avoir un cycle de vie naturel, beaucoup plus logique, quoi. Ouais. Moins manufacturé, quoi. Moins travaillé par l'homme, quoi.
En fait, le compostage, c'est vraiment, c'est on refait ce que fait la forêt dans la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, les feuilles, elles tombent et elles se transforment. En fait, pareil, une fois, quand on marche dans la forêt, il y a pas un mètre de feuilles, quoi. Il n'y a pas les 15 ans de feuilles qui sont là, quoi. Elles se transforment tout simplement en humus parce que, voilà, avec sous l'effet des bactéries, des champignons. Et après, il y a les vers de terre qui vont venir, qui vont mélanger un peu tout ça. Et c'est uniquement, voilà, c'est le compostage, c'est un peu refaire ce que fait la forêt avec l'humus et les feuilles, quoi. Donc ça et j'insiste un peu sur les sols riches et les sols pauvres, parce que on est vraiment allé dans un truc un peu infernal où du coup maintenant on a des sols nus. Comme c'est que que des supports de culture, les champs conventionnels, en agriculture conventionnelle, bon bah il y a pas de matière dessus, hein, il n'y a pas de feuilles, de broyat, voilà, c'est de la matière nue. Et donc quand il pleut dessus, bah en fait l'eau elle va raviner, quoi. Ça va pas s'infiltrer dans le sol, quoi. Ça va aller directement à la rivière. Et donc en fait on érode au fur et à mesure les terres comme ça. Les terres vont principalement dans les rivières, alors que quand on a un sol riche avec un paillis ou une forêt, hein, voilà, quand il pleut sur un sol riche ou sur une pelouse, bah ça s'infiltre dans le sol et pas sur un sol argileux, glaireux, ça va glaiseux, ça va plus tendance à faire comme une mare, quoi, où à un moment donné il y a plus rien qui rentre et ça coule, quoi. Donc c'est multi important. Tu parlais tout à l'heure donc de simplifier la collecte, d'avoir du coup uniquement la partie disons alimentaire. À quel moment donc vous faites ça du coup notamment avec du coup le B2B, hein, donc avec les C'est ça. cantines, les entreprises, etc. Si on se projette avec euh, aux consommateurs, aux citoyens de manière plus globale, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour disons participer à ça? Et est-ce que c'est obligatoire? Comment ça se passe? Alors en fait, ça ne l'est pas encore, mais au 1er janvier 2024, l'ensemble de la population française et européenne devra avoir une solution de traitement de ces déchets alimentaires satisfaisante. On va dire les communautés de communes ou les communes ou les métropoles devront mettre à disposition une solution satisfaisante. Voilà. Donc c'est pas une obligation de tri en tant que telle pure et dure, mais c'est au moins une obligation de moyens, quoi. Et donc là, actuellement, donc aujourd'hui, beaucoup de communautés de communes, etc., se demandent comment ils vont faire. Et donc, voilà, il peut y avoir plusieurs choses possibles. Soit ça va passer par distribuer des composteurs pour les particuliers, soit mettre en place des composteurs partagés pour des résidences ou des quartiers, soit mettre une collecte séparative. Voilà, ça existe, hein, voilà, de mettre une poubelle en plus de la poubelle jaune et de la poubelle grise, il y aura une poubelle marron pour les déchets alimentaires. Ou alors mettre des points d'apport volontaires, comme on apporte son verre, on pourra apporter ses déchets alimentaires. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai on a commencé B2B. Et on commence à se diversifier et aller les ménages. Et dans le 7e arrondissement de Lyon, aujourd'hui, il y a 150 bornes d'apport volontaire de déchets alimentaires. On peut apporter ces déchets alimentaires dans ces 150 bornes. Et le contenu de ces 150 bornes est traité dans notre usine ici à Vénissieux. Donc voilà. Donc c'est bon, pour répondre plus précisément à la question, c'est que en gros, les agglos et compagnie vont devoir mettre en place des solutions. Donc voilà, en tant que particulier, on peut attendre
que l'État et la collectivité fassent son travail. Ou alors, voilà, on peut agir tout de suite et se dire, voilà, je lui achète un composteur de quartier, un composteur de particulier parce que j'ai un petit bout de jardin et je peux commencer à composter moi-même. Ou ce que je faisais moi ce que je fais depuis 10 ans, c'est que j'ai un lombricomposteur, donc là c'est avec des vers de terre dans ma cave. Voilà, ça marche bien aussi. Il faut être un peu plus engagé, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des êtres vivants et c'est un peu plus délicat, mais voilà, ça marche bien aussi. Ou alors mettre en place un composteur dans votre résidence, dire allez, qui est motivé pour mettre en place un composteur pour la résidence et créer un petit collectif de 5-10 personnes et essayer de. Il y a quand même beaucoup de collectivités qui offrent ou qui aident la mise à disposition de composteurs, quels qu'ils soient, quoi, en attendant d'avoir un truc beaucoup plus massif en 2024. Ok, donc du coup, il faut rester vigilant sur ce qui se met en place pendant les prochaines années pour se rendre compte à quel point les différentes communes avancent ou pas sur ce sujet-là et de comprendre comment est-ce qu'on peut du coup être aidé par sa ville, sa commune pour aider à accélérer cette partie Globalement, quand même, compostage. c'est un sujet qui est quand même de plus en plus mainstream, comme on dit. Et quand même, globalement, je pense que si vous toquez à votre mairie, ils auront quelque chose à vous proposer. Et voilà, après, bon, ça peut être le début d'un processus, quoi, de se dire, tiens, en fait, est-ce que finalement, je veux composter mes déchets alimentaires, mais est-ce que je pourrais pas en fait composter mes tailles de haies et ma pelouse? En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'entasser ma pelouse quelque part? Est-ce que je peux pas juste mulcher, donc c'est-à-dire couper plus régulièrement la pelouse pour qu'en fait elle reste sur le sol et qu'elle nourrisse la pelouse elle-même, qu'elle s'auto-nourrisse, comme toujours l'histoire de la forêt. Voilà, donc c'est ça qu'il faut, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, renseignez-vous, regardez un peu à droite à gauche. Normalement, tout ce qu'il y a dans votre jardin et dans votre cuisine ne devrait pas sortir de là. On a inventé des déchetteries, c'était une fausse bonne idée. Enfin, pour les déchets végétaux. Oui, c'est sûr que pour les déchets, on va pas mettre du plastique dans son jardin, ce serait mauvaise Oui, idée. oui. Ne faites pas ça. Mauvaise idée, pas envie de faire des barbecues le week-end avec du plastique dans le jardin. Oui, voilà, c'est ça. Juste si j'arrive juste me projeter sur le compostage de manière globale, qui est un sujet qu'on comprend mieux du coup grâce à ce que tu nous expliques aujourd'hui. Donc d'aller faire du compost basé sur des déchets alimentaires pour nourrir le sol, pour remplacer du coup les engrais notamment chimiques. Est-ce qu'on peut du coup imaginer que si tout le monde compostait, on aurait potentiellement plus d'engrais chimiques pour nourrir les sols? Comment est-ce que ça peut se passer en termes de quantité créée grâce aux déchets alimentaires qui resteront malheureusement, enfin qui resteront Ah ISO là, et qui augmenteront quoi qu'il arrive? je saurais pas répondre à cette question. Je saurais pas dire si tout le monde faisait ça, est-ce qu'on y arriverait? Il y a trop de. Non, je saurais pas répondre à la question. Parce que le seul chiffre que je pourrais donner là en lien à cette question, il y a 40% des sols qui sont considérés comme dégradés dans le monde, et ces 40% représentent 75% des sols cultivables. Donc c'est que voilà, il y a quand même on a dégradé la qualité des sols depuis toute l'ère industrielle. Et un autre exemple chiffré, on a une baisse par exemple dans les légumes de 46% de calcium, 27% de fer et 24% de magnésium. En fait, les minéraux dans les légumes voilà, les légumes d'aujourd'hui sont moins nourrissants qu'avant. Donc j'imagine que la population a grandi, mais il y a 50 ans, on devait être voilà, il y a 50 ans, on fait ce qu'on faisait ça. Hein. Enfin là, si tu discutes avec tes grands-parents, ils vont dire bah oui, bah nous à l'époque, on donnait soit à manger aux cochons avec nos déchets alimentaires, soit on les mettait au fond du jardin et il n'y a pas toute histoire de poubelles et de tri et compagnie, quoi. Donc voilà, je saurais pas répondre exactement à ta question, mais je pense que
Ça aiderait bien en tout cas. Ça irait À dans, ça quoi? irait dans, ça aiderait bien, ça irait dans un Oui, sens, voilà ça. dans le sens dans lequel il faut aller. Tu disais juste un point sur euh, les aliments qui sont du coup moins nourrissants qu'avant. Donc du coup, si le sol est vivant, on va dire plutôt, euh, ça permettra du coup d'avoir davantage de nutriments pour la plante. C'est ça en gros la conclusion Exactement. derrière ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment voilà, c'est un tout quoi. C'est que bah même, enfin je sais pas, je sais pas. Bon, moi j'ai mon oncle et mon cousin qui font des pommes bio, qui font de la pomme bio à Angers et quand je mange une de leurs pommes, euh, par rapport à toutes les pommes que j'ai pu manger, que j'achète dans un supermarché, ça n'a rien à voir. Et on le voit en fait, on le voit dans les aliments bio qu'il y a quand même une réelle différence de goût. Et cette réelle différence de goût, elle est aussi synonyme de réelle différence d'apport nutritif. Manger une pomme bio, ça nourrit. Manger une pomme conventionnelle, ça rafraîchit. Enfin, ça hydrate. On mange de l'eau. Je vois que le temps passe. Il y a d'autres sujets que je voulais aussi Ouais, discuter sur le business model au global que vous avez, juste pour comprendre les alchimistes de manière plus précise. Donc, tu ouais. disais que vous preniez du coup les déchets alimentaires en fonction de la façon dont le déchet a été disons collecté, enfin pas Plus ou collecté, moins bien mais trié. voilà, Trié. plus ou moins bien trié, le prix va être de plus en plus cher. Ensuite, vous allez, comment ça se passe en fait? Je vais pas répondre à Voilà, ta alors place. En fait, comment ça se passe? ouais, non, le modèle économique, c'est qu'en fait, c'est nos clients producteurs de déchets qui payent pour leurs déchets. Et c'est vrai que ça peut toujours un peu surprendre, parce que tout le monde adore consommer et acheter des trucs, mais personne n'aime payer pour l'emballage ou ne serait-ce que le produit qui est terminé. On n'a même pas envie de payer pour s'en débarrasser quoi. Hmm. Voilà, c'est bon, mais du coup voilà, tout type de déchets sont payants parce que il faut les traiter. Et donc c'est effectivement nos clients, donc les restaurateurs, les cantines, les traiteurs qui payent une prestation de collecte, de traitement et de mise à disposition de bacs aux alchimistes. Et c'est la grosse partie du chiffre d'affaires. Il y a effectivement une partie du chiffre d'affaires qui provient de la vente de compost, mais qui est plutôt voilà, on est dans l'ordre des 20-80 quoi. C'est la vente de compost est marginale par rapport à la collecte. Et, et en fait, quand on est un particulier, on paye une taxe d'ordure ménagère qui fait que c'est plus ou moins transparent. Une taxe d'ordure ménagère sur notre taxe foncière. Et donc, c'est plus ou moins englobé dans les impôts. Et donc, c'est après la collectivité c'est la collectivité qui capte la taxe d'ordure ménagère pour organiser, organiser les collectes, construire des incinérateurs, etc. Et quand on est un professionnel, donc une cantine peut être assimilée professionnelle, hein, et ben en fait, on a le droit, la métropole, enfin la collectivité nous met à disposition, admettons un bac par semaine. Et si on commence à faire plus, ils nous disent bah non, moi, je peux pas vous mettre plus, c'est un bac parce que votre taxe foncière, etc. C'est juste un bac. Donc si vous faites plus de déchets, trouvez-vous un privé qui va vous collecter le surplus. Et voilà. Et donc, soit quand on fait deux bacs, si je reprends par exemple voilà, on est à deux bacs de déchets tout cumulés, deux choix s'offrent à vous, amis restaurateurs. C'est soit vous dites bon bah j'en ai un qui part à l'incinération et j'en veux un deuxième qui part à l'incinération et comme ça je me mets pas à tout trier. Soit vous vous dites bah tiens celui qui est payé par la collectivité inclus dans ma taxe foncière bah il part pour l'incinération et très bien. Et l'autre, bah, je vais trier, comme ça, je vais faire uniquement un bac de déchets alimentaires et qui pourrait être revalorisé de manière quand même beaucoup plus intéressante. Tout ce cercle du coup vertueux, ouais, je connaissais pas du coup cette partie-là plus euh, commerciale, on va dire, business, plus pour les restaurateurs, pour les cantines, etc. D'avoir la différence entre la taxe et les taxes qu'on paye tous au quotidien. Donc c'est important de comprendre, comme tu dis, c'est bien aussi Non, de se mais dire qu'on doit payer. Voilà. c'est là où c'est quand même assez mal foutu.
on va dire dans 95% des cas, c'est que en fait cette taxe d'ordure ménagère, elle est liée à notre taxe foncière. C'est-à-dire que si on est propriétaire, on paye une taxe foncière, et si on paye une taxe foncière, on paye une taxe d'ordure ménagère. Donc ça n'a rien à voir avec la quantité de déchets qu'on produit, c'est juste, et le nombre de personnes qu'on est dans le foyer, c'est uniquement, voilà, tu as 100 mètres carrés dans tel arrondissement, c'est tant. Hmm. Si tu es dans cet autre arrondissement, c'est un autre montant. Si dans telle ville, voilà, c'est en fonction de. Et donc, s'il y a un message aussi à faire passer, c'est que si on veut réduire les déchets, eh ben, c'est de mettre en place une taxe d'ordure ménagère incitative. C'est-à-dire que si on payait, nous, ménages, uniquement ce qu'on produit, bah, il y a plus de gens qui se diraient tiens, je ferais bien du compost, tiens, comment on Hmm. trie déjà les emballages là on s'intéresserait un peu plus, je pense, à la chose. C'est Euh, sûr que s'il y avait un impact un peu, si on avait un voilà. impact un peu plus Comme dans le porte-monnaie, c'est, dans ce monde où l'argent régit beaucoup de choses, voilà. on est d'accord, c'est vrai que ça joue beaucoup ça fait partie des leviers qu'on devrait en effet activer pour essayer accélérer tout ça et pas attendre euh, qu'on, de tous changer progressivement, ce qui prend aussi du temps. Donc je pense que si on a des manières d'être incité à le faire, ça ne pourra que aider C'est à ça. le faire certains se plaindront, mais au final tout devrait aller pour le mieux par la suite. Je voulais terminer par les trois questions de fin, en commençant par la première, bien entendu. Est-ce que tu as un contenu à me partager, Vincent, à nous partager, qui t'a marqué Et récemment? carrément. Alors c'est une vidéo qui se trouve sur YouTube de Claude Bourguignon. Donc Claude et Lydia Bourguignon, c'est un couple d'ingénieurs agricoles qui ont dédié leur vie au sol. Et cette vidéo, en l'occurrence, elle s'appelle Protéger les sols pour préserver la biodiversité. Je t'enverrai le lien. Mm. De Claude uniquement, mais elle dure 15-20 minutes et elle permet de comprendre en 15-20 minutes le fonctionnement des arbres, de la forêt, du sol, et c'est hyper intéressant. Et voilà, il a une façon d'expliquer les choses qui ça nous happe et tous ceux qui ont un peu envie d'en savoir un peu plus, là j'en dis ce que j'ai un peu pu dire dans l'interview provient de ce genre d'interview de vidéo. Mais celle-là, elle est vraiment, vraiment très percutante. Et après, bah, voilà, il en a fait beaucoup. Hein. Ça fait 15-20 ans qu'il travaille sur ça et qu'il milite pour une vie des sols et qui alerte sur ces sujets. Et elle est vraiment très intéressante. Voilà. Claude Bourguignon. Très bien, moi je partagerai, je mettrai le lien dans la description. Est-ce que tu as une action ou des actions pour agir dès demain dans le bon sens? Alors, moi, je milite pour un petit moyen mnémotechnique qui s'appelle les 3 V, pour se souvenir de ce qui compte vraiment pour, voilà, si on veut agir pour l'environnement, pour la protection de l'environnement et agir concrètement et assez efficacement. Il y a beaucoup de choses que j'ai faites avant et en fait qui finalement avaient peu d'impact et à titre on va dire toute classe sociale confondue et dans le monde entier ce qui a un fort impact. Donc les 3 V, c'est il faut essayer de réduire la consommation de viande et poissons, réduire l'utilisation de la voiture, et le troisième V, c'est réduire la consommation de vêtements. Voilà, c'est un peu moins impactant que les deux premiers, les vêtements, mais les vêtements, c'est un peu le symbole de la consommation de masse de choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à utiliser nos vêtements tellement on en a, et la fast fashion, etc. Voilà, c'est un peu la tête de pont. Et donc voilà, donc 3V, voiture, viande, vêtements, et il y a les 3V d'en face, les solutions vers lesquelles on peut tendre. Il y en a d'autres, hein, mais c'est du coup manger plus végétal pour la viande, prendre plus le vélo pour la voiture. Ça peut être aussi faire du télétravail, du covoiturage, le transport en commun, voilà, mais c'est un peu pour s'en souvenir. Et s'habiller vintage pour les vêtements, c'est-à-dire user les choses qu'on achète, arrêter d'acheter pour acheter.
plaisir éphémère de l'acte de consommation n'en vaut pas la peine. Et donc, 3V, bon voilà, vous pourrez retenir ça, mais dans les 3V, j'ai envie de dire, s'il y a une action qui me paraît facile et plus impactante que les autres, c'est d'arrêter dans la viande, arrêter bœuf, agneau, veau. C'est assez facile en fait, on peut continuer à manger du poulet ou du porc et du fromage et bœuf, agneau, veau. En fait, pourquoi ça pollue plus? Parce que bon, déjà il faut les nourrir. Il faut pour faire 1 kilo de viande en général, il faut 15 kilos de céréales. Donc voilà, on pourrait manger 15 kilos de céréales plutôt qu'un kilo de viande. Et surtout, bœuf, agneau, veau, c'est des animaux qui broutent de l'herbe et qui rotent beaucoup de méthane. Et donc on revient au gaz, le méthane, qui est 21 fois plus polluant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. C'est pour ça que tout ce qui est ovin et bovin ne peut pas être, n'est pas compatible avec un avenir avec les accords de Paris, etc. Quoi. Voilà. Donc bœuf, agneau, veau, c'est facile. Et voilà. Le bœuf à nouveau, plus les 3V, Voilà. en complément des 3V pour agir dans le bon sens. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu pourrais recommander dans le podcast? Alors moi, j'aurais aimé j'aimerais que t'interviewes Orelsan, parce que déjà j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet artiste et j'aime beaucoup le son qu'il produit. Mais j'aimerais savoir surtout, voilà, dans des chansons comme Baise le monde, si qu'est-ce qu'il a derrière, si c'est vraiment concret, enfin si c'est vraiment vrai. Quelle est sa conviction écologique? Bon, voilà, ça c'est un peu pour le délire. Mais plus concrètement, en fait, j'aimerais, plus sérieusement, on va dire, que tu interviewes Pascal Lenormand. Pascal Lenormand, c'est un ingénieur qui est en design énergétique des bâtiments. Donc voilà, je le connais pas personnellement, mais je le suis sur LinkedIn et je lis ses posts et newsletters. Et lui, il s'attaque au problème de l'énergie dans les bâtiments. Et c'est un énorme poste de pollution. On a en France fait du nucléaire une énergie pas chère il y a 30-40 ans, ce qui a fait qu'on a fait des logements avec une mauvaise isolation et des chauffages type grille-pain électrique avec un mauvais rendement. Et il y a un gros travail là-dessus et les 3V, enfin l'isolation des logements et l'avion, c'est deux gros postes de pollution et que je mets pas dans les 3V déjà parce que ça commence pas par V, mais surtout c'est pas pour tout le monde les avions et l'isolation, c'est pour ceux qui en ont les moyens en fait. On va dire, entre guillemets, c'est plus un problème de riches. C'est-à-dire qu'il y a que les riches qui peuvent rénover leur bâtiment et il y a que les riches qui peuvent arrêter de prendre l'avion. Donc voilà. Mais voilà, si tu arrives à l'interviewer, ça me ferait plaisir et il est marrant et il a l'air d'être très compétent et j'aime bien les gens qui savent de quoi ils parlent. Qui Très bien, moi je contacterai du coup Pascal et Orelsan sur sur ce sujet-là aussi. Parce que Baise le monde, la chanson Baise le monde d'Orelsan, c'est 3V quoi. Il parle des vêtements, Ouais, non, je suis d'accord, de la voiture j'adore cette chanson. et voilà quoi. Mais si tu y arrives là, je veux une dédicace. Je sais il vient souvent à Madagascar, donc voilà. Bon, il faut pas mal Exact. d'avions du coup, mais bon, sur un malentendu, on sait Oui, jamais. non, mais c'est pour ça que j'aimerais bien connaître la conscience écologique de stars comme ça où bah voilà, ils sont obligés de prendre beaucoup l'avion Ouais, tout à fait. et ils sont un peu hors pied, enfin hors sol, mais ils écrivent quand même des choses avec derrière, il y a dans beaucoup de chansons, ça revient toujours un peu quoi. Donc j'aimerais bien savoir. Mais Pascal Lenormand, à mon avis, est plus Oui, convaincant. c'est souvent plus pertinent aussi sur Exactement. ce qu'il va raconter sur l'écologie. Et enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour vous retrouver, Vincent? Bah nous on a un site internet alchimiste.co
Alchimiste avec un S. Et voilà, et sur les réseaux sociaux, on est assez présent. Je pense que Alchimiste sur internet, vous tombez sur nous normalement. Alchimiste Alchimiste à la base qui donc transformait le plomb en or, et nous on transforme les déchets alimentaires en compost, et ça vaut de l'or. Pour le sol, hein, pas pour. Très bonne punchline à la fin, magnifique. Merci beaucoup Vincent pour ton temps. Merci encore pour tout cet échange De rien, aujourd'hui. merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque-là. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine.